Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je poursuis le cours de topologie. Je ne vais pas vous faire de table de matière de cette vidéo, etc. parce que je vous l'ai faite dans la première. Cette vidéo est une vidéo de 3 heures coupée en 4 morceaux, donc il va sans dire que pour moi, vous devez regarder les trucs dans l'ordre. Si vous ne le regardez pas, c'est à vos risques et périls. Donc je poursuis ce qu'on a vu dans la première. On a vu les normes en dimension finie et là, on attaque les normes en dimension infinie. Alors, prenons un exemple tout de suite. Je prends les applications continues de AB dans R, donc un intervalle voilà, AB, fermé, borné, tout ça. Et je regarde le R espace vectoriel des applications continues de AB dans R. Eh bien, j'ai une norme sur cet ensemble que j'appelle la norme infinie de E, que je note norme infinie, comme la norme infinie en dimension finie. Et c'est l'application de E dans R, même dans R+, qui est définie pour tout f dans E par le sub des valeurs absolues de f de x pour x appartenant à AB. Ok, donc c'est une notation que vous avez déjà vue sans aucun doute, en tout cas je l'espère. On dit qu'une suite de fonctions fn tend vers f uniformément si justement norme infinie de fn-f tend vers 0. Donc voilà, normalement c'est des notions que vous avez déjà vues. Et donc ça veut dire la plus grande valeur. Moralement c'est, je prends des valeurs positives, je prends valeur absolue de f et je prends la plus grande valeur possible de valeur absolue de f. Et c'est ça que j'appelle la norme infinie de f. Ok ? Autrement dit, voilà, il faut que f soit borné pour que ça existe, d'accord? Et ça tombe bien parce que les applications continues de AB dans R, elles sont bornées, d'après le théorème des bornes atteintes. Ok? Et du coup, parce que, je viens de le dire, les applications continues, elles sont bornées, puis les bornes sont atteintes en plus. Donc là, je pourrais dire que c'est même le max de valeur absolue de f de x pour x appartenant à AB, puisqu'il existe un élément qui atteint ça. Donc certes, on pourrait mettre un max dans la définition. Alors pourquoi traditionnellement on met un sup? Parce qu'en fait, on veut pouvoir aussi le définir si I est un intervalle réel qui n'est pas forcément borné. Donc si je prends une application, par contre, bornée de I dans K, par exemple de R dans R, ou de R dans C, parce que là maintenant K c'est R ou C, eh ben, je peux définir toujours le sup des valeurs absolues de f de x si je suis dans R, ou module de f de x si je suis dans C, d'accord, pour x dans l'intervalle. Si j'ai une application bornée, bon, je ne sais pas, moi par exemple, arc-tangente, qui va entre moins pi sur 2 et pi sur 2, elle n'atteint jamais pi sur 2. Mais sa norme infinie, ça va être pi sur 2. C'est la limite en plus l'infini, vous voyez, prenez une fonction qui croît vers une limite, d'accord, donc en plus l'infini qui reste bornée, du coup la norme infinie, ça va être le sup. En gros, c'est la plus petite borne, telle que toutes les valeurs de f sont en dessous, mais qui n'est pas forcément atteinte. Donc du coup, pour ne pas prendre deux notations, dire « Ah oui, si jamais c'est atteint, c'est un max et tout, bon, on prend tout le temps sup, et puis comme ça, c'est réglé. » Voilà le but de la définition, d'accord? Donc c'est pour les applications bornées de I dans K. K étant égal à R ou C. Ok, voilà un exemple. Et donc voilà, comme je vous l'ai dit, si je prends l'application par exemple Kx associe arc tangente de x, bon, vous devez savoir normalement qu'elle est croissante, sa dérivée c'est 1 sur 1 plus x2, et que sa limite en moins l'infini c'est moins pi sur 2, en plus l'infini c'est plus pi sur 2, donc la valeur absolue c'est toujours compris plus petit que pi sur 2. Et voilà. Alors, donc, soit maintenant X un ensemble quelconque, et E un K espace vectoriel normé, c'est-à-dire un espace vectoriel sur K, R ou C, qui admet une norme. Bon, qu'est-ce que ça veut dire qu'une application de X dans E est bornée? En fait, ça veut dire que la norme de f de x est bornée. Autrement dit, il existe un m, un nombre positif, tel que pour tout x dans x, norme de f de x est plus petit que m. Ok? Et donc, de nouveau, si je prends des applications d'un ensemble, vous voyez, qui n'est pas forcément du tout un intervalle de R, qui peut être n'importe quoi, l'ensemble B des applications bornées de X dans E, c'est un K espace vectoriel, d'accord? Le même K que le K de E, bien sûr. Et pourquoi? Parce qu'on définit, comme vous le savez, lambda F, c'est simplement lambda F de X, c'est lambda fois F de X. Okay, on l'a déjà vu sur les espaces vectoriels, qu'on pouvait faire que l'important c'est que la structure des fonctions de x dans E, c'est la structure de E en fait, qui se transporte sur la structure des fonctions. Regardez mes cours sur l'espace vectoriel si c'est pas clair. Bon bref, donc c'est un cas espace vectoriel et on peut le munir de la norme infinie, comme d'habitude, le sub des normes de f de x, d'accord, pour x appartient à x. Ok, donc on l'a vu pour les applications de R dans K, mais même dans un espace vectoriel normé quelconque, à partir d'un ensemble quelconque, on peut définir une norme infinie aussi, à condition, bien sûr, que f soit borné. Parce que sinon, ça fait plus l'infini, donc ça n'a pas de sens. Je rappelle que la norme, ça doit être un nombre, toujours un nombre positif, ça ne peut pas être plus l'infini. Donc c'est important que les fonctions soient bornées. Ok.
Donc bah, voilà, par exemple, si je prends f de R dans R2, un petit exemple. Alors là, je choisis la norme 2, la norme classique. Hein. Les boules unités, c'est des ronds et tout ça dans R2. Et je prends l'application qui a x associe exponentielle de moins valeur absolue de x et cos x. Alors, quelle est sa norme infinie? Allez, je vous laisse réfléchir 2 secondes. Alors, c'est pas si simple, il faut regarder le maximum de racine du premier au carré plus le deuxième au carré. Qu'est-ce que c'est le maximum des valeurs de ça? Bon, alors ça, on peut regarder exponentielle de moins valeur absolue de x, donc c'est exponentielle d'un nombre négatif, c'est toujours plus petit ou égal à 1. Donc ça, c'est toujours plus petit ou égal à 1. Ça s'associe toujours plus petit ou égal à 1, cos x, hein, c'est entre 1 et moins 1. Et coup de bol, pour x égale 0, les deux valent 1. Donc là, c'est un max, c'est même pas un sub, c'est atteint pour x égale 0, on ne peut pas faire mieux. Et la norme de 1, 1, c'est racine de 2. Notez bien que je n'ai pas choisi au hasard, j'aurais mis sinus x là, moi je ne sais même pas répondre à la question. D'accord? Si c'est pas tous les deux le max attend au même point, je ne sais même pas comment faire en vrai. Il faut réfléchir. Hein. D'accord? Donc là, c'est un exemple assez facile, mais c'est fait exprès. Hein. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une boule unité en dimension infinie? Bon, eh ben, prenons par exemple les fonctions continues de AB dans R, et je prends la courbe de F, la voilà. Alors, comment je peux me représenter dans ma tête la boule centrée en F et de rayon 1? Eh ben, je prends un petit tube de largeur 1 autour de ma courbe F, vous voyez, je la recopie à l'identique, avec un au-dessus et un en dessous, d'accord? Eh ben, une fonction dont la distance, la norme infinie avec f est inférieure à 1, enfin norme de g moins f est plus petit que 1, ça veut dire que la courbe de g est inclue dans ce tube. Parce que là, en chaque point, l'écart entre la vert et la rouge, du coup, sera plus petit que 1, en dessous ou au-dessus. D'accord? Et donc, il faut que ce soit vrai dans tous les points. Pour la norme infinie, c'est le sub des écarts qui compte. Hein. Et donc, il faut que tous les points de la courbe voilà, soient à l'intérieur de ce tube. Donc, c'est l'ensemble de toutes les courbes continues que je peux tracer dans ce tube. C'est ça la boule de centre F et de rayon 1. Plus dur à voir que les boules en dimension finie, bien évidemment. Et voilà un exemple. Alors maintenant, regardons sur les polynômes. Donc les polynômes aussi, un espace vectoriel de dimension infinie. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, ben on va bidouiller un petit peu parce que, ok, c'est un espace vectoriel de dimension infinie, mais chaque polynôme, il s'écrit avec un nombre fini de coefficients non nuls. Donc si pour P, c'est un polynôme A0, A1x plus A2, x2, x plus AN, xn, eh ben, je peux définir norme P1 exactement comme la norme 1 du vecteur A0, A1, A2, AN. D'accord? Valeur absolue de A0, ou si jamais c'est sur C, module de A1 plus module de A2, module de AN. Okay, c'est toujours hein, cette même notation, voilà, on peut vouloir dire des trucs différents, mais vous avez compris. Eh ben, je vous laisse vérifier que ça fait bien une norme sur les polynômes. C'est facile, hein. Si c'est 0, c'est que c'est le polynôme nul. On multiplie tout par lambda, il y a lambda qui sort. Inégalité triangulaire, bah, c'est parce qu'il y a l'inégalité triangulaire sur le module et la valeur absolue. C'est vraiment simple, mais bon, on peut le faire. Et puis pareil, bah, du coup, tiens, on prend la norme P sur les polynômes, bah, c'est la norme P du vecteur qui est là, AN. Et donc, toutes les propriétés en découlent immédiatement. Hein. Et puis même, norme infinie, bah, du coup, c'est le max des valeurs absolues des AK. Pareil, c'est une norme. Hein. Si le max des AK vaut 0, bah, c'est que tous les coefficients valent 0, donc c'est que P était le polynôme nul, etc. On multiplie par lambda, ça sort, une égalité triangulaire, pareil que ce qu'on a vu précédemment. OK? Donc voilà, des normes sur les polynômes. Parce que moralement, en fait, c'est pas du tout de dimension finie, mais on fait comme si un peu, vous voyez, quand on fait ça. OK? Alors, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Que deux polynômes sont proches? Ben, ça veut dire que leurs coefficients sont proches, hein, pour toutes ces normes-là, en tout cas. Ça fait bien dire, vous voyez, que je prends cette norme, celle-là ou celle-là, dire que la norme d'un polynôme, deux polynômes sont proches si la norme de leur écart, P-Q, est proche de 0. Et dire que la norme d'un polynôme est proche de 0, bah, ça veut bien dire à chaque fois que tous les coefficients sont proches de 0. Que je prenne celle-là, que je prenne celle-là et celle-là. Puisque je vous rappelle que dans Rn ou dans C puissance n, bah, dire que sa norme est toute petite, ça veut dire qu'on est proche du vecteur nul. D'accord? Donc deux polynômes sont proches, ça veut dire que leurs coefficients sont proches. En fait. D'accord? Qu'il n'y a pas beaucoup d'écart entre tous les coefficients. Mais par contre, leur degré peut être très éloigné. Je vous donne un exemple, la suite 1 sur n x puissance n, bah, ça tend vers le polynôme nul. Tous les coefficients valent 0, il y en a un qui vaut 1 sur n. Donc tous les coefficients sont proches de 0. Pourtant, le degré, voilà, là, il est très 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 grand, il tend vers l'infini, le degré. Et par contre, ce polynôme tend vers le polynôme nul, puisque tous ces coefficients tendent vers 0. Vous voyez, donc un degré très très grand, très très proche du polynôme nul. Le degré à moins l'infini, vous voyez. Donc ça, il ne faut pas croire. Vous voyez, une façon de le dire, c'est que le degré n'est pas une application continue, par exemple. On peut avoir des polynômes hyper proches qui ont des degrés très très différents. Bon, enfin, on reparlera de continuité après.
Mais c'est juste pour que vous rendiez bien compte, ouais, deux polynômes très proches, ça ne veut pas dire qu'ils ont le même degré, hein, pas du tout. Hein. Ok. Alors maintenant, voilà, prenons les suites maintenant. Alors les suites, un peu comme les polynômes, il y a des coefficients, mais sauf que ça ne vaut pas 0 au bout d'un moment. Puisque je vous rappelle que les polynômes, enfin, par définition, c'est des suites presque nulles. C'est des suites où au bout d'un moment, ça vaut 0. Donc les suites, c'est les suites pas presque nulles. C'est les suites où on prend des coefficients jusqu'à la fin. Du coup, si je veux faire la norme 1 de la suite U, du coup, il faudrait que je fasse module de U0 plus module de U1 plus module de U2 plus module de UN, c'est ça jusqu'à l'infini. Mais oui, mais ça, il y a toutes les chances que ça ne converge pas. Il n'y a pas de raison. Vous voyez ? Et donc, je suis embêté, parce que pour la plupart des suites, ça va donner plus l'infini, donc ce n'est pas une norme. Pareil, si je veux faire norme P et tout ça, comment je peux faire? Ok. Eh bien, on va voir en fait qu'il n'y a pas de norme sympa sur l'ensemble de toutes les suites. Il y en a une, parce que ça existe toujours, des normes, on va en parler après, mais je dirais un peu ce que ça veut dire sympa, mais enfin, une truc où j'ai une formule comme ça simple avec la suite UN qui me donne une norme, ça, je ne vais pas l'avoir. Ok, ça n'existe pas. Du coup, je ne peux pas faire de norme. Alors si, en fait, l'astuce, c'est de dire, ça, j'aimerais bien que ce soit une norme, mais ça ne converge pas tout le temps. Eh bien, je prends les suites telles que ça converge. J'appelle ça L1 de n. Les suites telles que ça converge. Et du coup, ça, L1 de n, c'est un espace vectoriel normé. Vous voyez, je prends juste les suites pour lesquelles la norme 1 existe. Et du coup, j'obtiens un espace vectoriel normé comme ça. Et plus généralement, si je veux la norme P, j'appelle LP de n, justement, les suites telles que la somme des valeurs absolues ou les modules de UN puissance P convergent. Je prends la puissance 1 sur P de ça, et bim, j'obtiens la norme P sur les suites. Vous voyez, c'est une astuce qu'on a trouvée, parce qu'on a un ensemble, on aime même bien mettre des normes dessus, mais il n'y a pas de norme qui marche pour tout le monde. On prend les sous-ensembles où la norme marche. La norme qu'on veut utiliser, on prend le sous-ensemble pour lequel cette norme est plus petite que plus l'infini, et du coup, boum, on obtient un sous-espace vectoriel qui est normé. Bon, c'est pas très satisfaisant d'un certain point de vue, mais au moins ça permet de faire des trucs. Ok ? Et donc, par exemple, L infini, je veux que la norme infinie, le max de tous les coefficients, soit plus petit que plus l'infini, donc je prends les suites bornées. Voilà, et donc j'obtiens plusieurs ensembles de suites, d'accord, qui sont des espaces vectoriels normés. Bon, c'est facile de montrer que c'est des sous-espaces vectoriels, hein, je vous laisse faire les détails des calculs. Ok ? Et donc voilà, LP de n muni de la norme P, c'est un espace vectoriel normé. Ok, alors maintenant pour les fonctions, comment on pourrait faire une norme P pour les fonctions ? Bon, si je prends deux réels, je prends les applications continues de AB dans K, donc K c'est toujours R ou C, et j'obtiens donc un K espace vectoriel, hein, comme vous le savez. Ok, eh bien j'ai envie de poser pour tout P entre 1 et plus l'infini, alors l'infini exclu, hein, parce que norme infinie on sait ce que c'est. Norme de f de P, c'est l'intégrale entre A et B de module de f de t puissance P, le tout à la puissance 1 sur P. Moralement, c'est la même idée que les sommes, sauf que vous voyez, l'intégrale c'est un peu comme une somme infinie sur toutes les valeurs de t. Et donc, c'est un peu la même chose que j'ai fait pour les suites. Du coup, j'ai envie de poser ça. Alors, c'est bien une norme, hein, on peut le démontrer assez facilement, que ça vérifie bien tous les axiomes, hein, pour toute valeur de P. Ok, je vous laisse réfléchir à ça. Et le point clé, hein, c'est que si G est continu et positif, donc valeur absolue de f de t puissance P, c'est continu et positif, et bien si ça vaut 0, cette intégrale-là, si la norme de f vaut 0, donc cette intégrale vaut 0, alors f vaut 0. F de t puissance P vaut 0, module de f de t puissance P vaut 0, donc module de f de t vaut 0, donc f de t vaut 0. C'est ça le point important. D'accord ? Parce que si G n'est pas continu, on peut avoir son intégrale, même si elle est positive, qui vaut 0, alors que la fonction n'est pas nulle. Donc du coup, si je prends des fonctions qui ne sont pas continues, je suis bien embêté pour avoir une norme. Vous voyez, si je veux prendre des fonctions mesurables sur AB, je suis bien embêté. Et donc si on prend un espace mesuré, on prend M l'ensemble des applications mesurables de oméga dans R ou C. Okay, pour la relation. Alors l'idée c'est de dire, voilà, deux fonctions elles sont égales si elles sont égales presque partout. Vous voyez, alors là je vous rappelle les trucs que vous avez peut-être déjà vu sur Lebesgue. Hein, c'est une diapo presque que j'ai recopiée de mon cours sur l'espace de Lebesgue, sinon c'est pas grave. Et donc on prend, voilà, on ne peut pas dire que si une fonction intégrale, une fonction est nulle, elle est nulle, une fonction positive, mais on sait qu'elle est nulle presque partout. D'accord ? Il y a des points où ça déconne. Et du coup on va dire, les fonctions qui sont égales presque partout, on prend une relation d'équivalence, deux fonctions sont égales si elles sont égales presque partout. D'accord ? Et on prend les classes d'équivalence pour cette relation, et du coup, si l'intégrale d'une fonction positive est nulle, la classe devient la classe nulle. D'accord ? Et donc, on appelle grand LP de oméga, ou juste grand LP, les fonctions mesurables, telles que l'intégrale de module de f à la puissance p converge, d'accord ? Est plus petite que plus l'infini. Et du coup, comme ça, on obtient qu'on peut définir une norme P sur notre espace LP. C'est pour ça qu'on le définit. D'accord ?
Et donc voilà, je vous ai déjà fait toute une vidéo sur les espaces LP, que je vous incite à regarder si ça vous dit. Mais c'est juste pour dire, voilà, c'est un exemple de ce qu'on a vu aussi. Pour étendre la norme à des fonctions compliquées, on ne prend pas tout. On ne peut pas trouver, pareil, de norme qui marche pour toutes les fonctions mesurables, mais on va prendre celles telles que ça converge, on appelle ça LP. Donc L1, par exemple, c'est les applications intégrables. C'est celles telles que l'intégrale de valeur absolue de f est plus petite que plus l'infini. Vous voyez, ça a un nom. C'est les fonctions du coup qui sont dans L1. Enfin, les classes d'équivalence de fonctions qui sont dans L1. Bref. J'insiste pas là-dessus, j'ai déjà fait toute une vidéo dessus, mais voilà, c'est pour vous dire. C'est comme pour les suites en fait. On n'a pas de norme pour toutes les fonctions, donc on prend des sous-espaces de fonctions qui sont sympas pour obtenir des espaces vectoriels normés. Et donc voilà, donc norme P, c'est une norme sur LP, c'est fait pour. Hein. Ok, alors un petit exercice, tiens, essayez de me trouver des applications continues, Fn, pour chaque valeur de n, de AB dans R, tel que pour tout n dans n étoiles, du coup n non nul, norme de Fn 1, c'est égal à 1 sur n. Ok. Donc l'intégrale de valeur absolue de Fn sur AB est égale à 1 sur n. Et norme infinie de Fn égale 1. Voilà. Essayez de me trouver ça. Et ensuite, question subsidiaire, est-ce qu'il existe une constante réelle telle que pour toutes les fonctions continues de AB dans R, la norme infinie de f est plus petite que k, la norme 1 de f. On a vu qu'en dimension finie, rappelez-vous, sur k puissance n, c'était justement un exercice, hein, montrer que c'était tout le temps vrai ça. Vous savez, puis de l'autre côté, il y avait un n puissance 1 sur p, enfin bref. Mais montrer que ça, c'était tout le temps vrai, c'était vrai en dimension finie, et du coup, est-ce que ça marche encore en dimension infinie? Bon, vous devez voir, enfin bref, je spoile pas, je vous laisse chercher. Voilà. Et deuxième exercice de cette vidéo, si je prends une partie non vide de R, eh bien, je définis pour tout polynôme de R de x, norme de P indice A, le sup pour x appartient à A des modules de P de x. Enfin, valeur absolue de P de x, parce que j'ai pris des polynômes réels là. Ok, alors vous voyez, c'est comme si je prenais la restriction de P à un ensemble A, une partie A de R, je prends les valeurs là-dessus, d'accord, donc j'obtiens une application de A dans R, et je prends la norme infinie de la fonction P sur cet intervalle A, hein, vous voyez. Enfin, ce n'est pas forcément un intervalle, sur cette partie A, je prends le sub des valeurs absolues de P de x, ok. Donc voilà, quand est-ce que ça existe, quand est-ce que c'est plus petit que plus l'infini, etc. etc. Hein, donc à quelles conditions on peut choisir A pour qu'on obtienne une norme sur R de x. Voilà, ça ne marche pas tout le temps. Je ne veux pas tout vous spoiler, c'est pareil, je veux que vous réfléchissiez, tout ça. Moi, il y a des cas simples, mais bon voilà, je vous laisse réfléchir, je ne donne pas de réponse. Voilà, voilà. Alors maintenant, quelle question, je vous ai quand même dit, il y a toujours une norme sur un espace vectoriel, toujours, toujours, même de dimension infinie, même pas des nombrales et tout ça. Et donc pourquoi? Et pourquoi on ne prend pas tout le temps celle-là? Parce qu'après tout, ce serait plus simple. Il y a une norme, voilà. Ben, en fait, on va voir qu'elle n'est pas terrible. Donc sur l'espace des suites ou des fonctions, on ne voit pas trop comment construire une norme qui marche pour toutes les fonctions ou toutes les suites de façon explicite. Et donc on a défini les espaces petit LP et grand LP justement pour pouvoir utiliser la norme P. C'est l'espace où la norme P marche bien. Okay. Pourtant, tout cas espace vectoriel E est normé. Alors je vais vous démontrer ça. Il suffit de choisir une base de E. Et donc, d'après le théorème de la base incomplète, c'est toujours possible. Tout cas espace vectoriel admet une base. D'accord? Sur n'importe quel corps K, tout ça, bon bref, hein, c'est l'axiome du choix en même temps, c'est pas constructif, mais, parce que vous avez qu'à y penser, trouvez-moi la base de R comme Q espace vectoriel, hein, si vous pensez que c'est facile. Ou même trouvez la base des suites. Trouvez-moi une base de l'espace des suites de réel, par exemple. Hein? D'accord? C'est pas simple, enfin, je veux dire, bon. Bref. Alors, voilà, donc, notons EI, cette base. Ok, donc voilà. Pour tout élément x de E, il existe une combinaison linéaire des éléments de cette base qui fait, hop, tel que tout élément est combinaison linéaire des éléments de cette base. C'est bien ça l'astuce, d'accord? C'est que une base des suites, ça veut dire que tout de suite, ça va une somme finie des vecteurs de cette base. Donc on ne peut pas prendre 1 avec que des 0, 0, 1 et que des 0, 0, 0, 1 et que des 0, c'est pas possible parce que ça c'est une base pour les polynômes. Vous voyez, tout polynôme est bien une somme finie de trucs comme ça. C'est pour les suites presque nulles, ça marche. Mais pour toutes les suites, trouver une base, ben, ça ne marche pas. Parce qu'il faut que tout de suite soit une combinaison linéaire finie des éléments de la base. Et donc c'est un truc, c'est vraiment compliqué, hein, d'accord? Mais ça existe. Il y a un théorème qui dit ça existe. Ok, bon. Donc voilà, donc si on a une base, hein, ça veut dire que x écrit somme des alpha k, EIK, voilà.
il existe des indices tels que somme des alpha k et k. Et du coup, si ça s'écrit comme ça, comme une somme finie, du coup, je peux faire la norme P des coefficients alpha 1, 2, alpha n. En fait, si je réfléchis bien, c'est ce que j'ai fait pour les polynômes en prenant la base canonique. Je prends la base canonique des polynômes et j'ai dit, tiens, tout polynôme peut s'écrire comme combinaison linéaire finie, somme des AI, x puissance i, et puis je prends la norme P des coefficients. En fait, c'est ce que j'ai fait. Vous voyez, avec la base canonique pour les polynômes. Et je peux faire ça dès que j'ai une base pour n'importe quel espace vectoriel. Et comme il y a toujours une base, je peux toujours faire ça. Mais le gros piège, c'est que finalement, cette norme x dépend du choix de la base. Donc alors, ok, pour les polynômes, il y a quand même une base canonique. Donc c'est pas tellement gênant. Et pour un espace vectoriel de dimension infinie qui admet une base standard, canonique, que tout le monde reconnaît que cette base-là, elle est mieux que les autres, alors on peut trouver une norme comme ça, et même des normes P comme ça. Mais pour les suites, c'est pas le cas. Pour les fonctions de 0, 1 dans R, c'est pas le cas. Vous voyez ? Et donc, voilà, c'est ça le problème, c'est que notre norme de x dépend du choix d'une base, et puis qu'on ne sait pas forcément expliciter, du coup, vous voyez pourquoi je dis que moralement, il n'y a pas de suite simple, parce qu'on n'a pas de suite, du coup, qui donne, en fonction des coefficients de U1, U2, U3, qui donne la norme de U, ça, on ne sait pas faire, quoi. Voilà, voilà. Bon, voilà, donc ça tire dans les coins, c'est pas très grave, c'est juste comme ça pour votre culture. Ok, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et je vous dis à bientôt pour la suite. Allez, de nouveau une petite scène post-crédit, donc je remercie encore infiniment tous les gens qui me donnent des sous sur Tipeee, voilà. Je fais une petite dédicace à mon copain Johan François, comme ça, voilà. Ça fait toujours plaisir et ça coûte rien. Je voulais vous dire que, voilà, j'espère que ça vous plaît, j'ai passé beaucoup de temps à préparer ces vidéos. Les exemples, LP, tout ça, c'est un peu compliqué, mais enfin bon, normalement, c'est des trucs que vous avez peut-être déjà vus, ça tire un peu dans les coins, c'est pas vital, mais enfin, je trouve que c'est bien d'avoir plein d'exemples en tête quand on fait de la topologie, donc voilà. Bon, enfin bref, allez, je ne vais pas aller plus longtemps parce qu'il y a une autre vidéo à tourner tout de suite. Je vous remercie d'avoir suivi celle-là et je vous dis à bientôt les copains.